Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nissa. Pas de trêve internationale pour nous, puisque certes l'OGC Nice ne joue pas, mais on en profite pour ressortir la boîte à souvenirs et pour accueillir un illustre ancien Aiglon, encore un membre de la génération notamment 2012-2013. Alors ce n'est pas fait exprès, c'est déjà ceux qui nous font l'honneur et le plaisir de venir, même si on ne cache pas dans cette émission notre attachement à cette très belle génération. On va revenir du coup sur cette saison-là, mais pas que, puisque on a eu la chance d'avoir notre invité pendant 3 saisons. Il a connu à la fois le Stade du Rail et l'Alliance Riviera, l'Europe et la lutte pour le maintien, essentiellement Claude Puel comme entraîneur, mais il nous en parlera bien mieux que nous. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jérémy Pied. Bonjour Jérémy, comment vas-tu ? Bonjour tout le monde. Ça va très bien, merci. Je suis ravi d'être avec vous pour cette émission. Merci de nous accorder un peu de ton temps. On sait que tu fais un peu le tour des médias niçois hein, ces dernières semaines. On t'a vu dans d'autres émissions. C'est preuve aussi, je pense que tu es encore attaché au club et qu'on se souvient encore de toi et qu'on a plaisir d'évoquer ces 3 saisons hein, de 2012 à 2016 où tu as été à l'OGC Nice. Mais bon, je suis pas tout seul avec toi. Je vais en profiter aussi pour introduire quand même mes chroniqueurs, mes amis qui font faire l'émission avec moi aujourd'hui. Tout d'abord, on a Alric. Salut Alric, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous, salut Jérémy. Écoute, très très heureux de faire cette émission un peu spéciale. Ça permet de faire un peu le débranchement de l'OGC Nice en championnat. Et voilà, d'évoquer de très bons souvenirs. Très très heureux. Ouais, il y a essentiellement des bons souvenirs. Bon, il y en a un qui est un peu douloureux avec Limassol. Peut-être qu'on évitera le sujet, mais on verra en tout cas. On a également le plaisir d'accueillir Jérémy. Alors voilà, ce n'est pas Jérémy Pied, c'est notre Jérémy qu'on retrouve toute la saison avec nous, notre chroniqueur. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Très content de faire cette émission avec vous. Ça fait du bien de faire une émission qui n'est pas un débrief pour une fois. Bon, même si on reste sur une victoire, quand même, on enregistre forcément après ce match face à Lens. L'année 2024 n'a pas été forcément chargée de très bons souvenirs, mais pour une fois, on va écouter Jean-Pierre River et on va se souvenir d'où l'on vient. Et puis, on va parler du coup de... ça commence comme ça ? Ça commence comme ça commence sur les chapeaux de roue. On va parler un peu, avec Jérémy Pied de son passage à Nice. Alors, on va résumer quand même, Jérémy, ta carrière. Tu es d'abord formé, en tout cas les premiers matchs notamment professionnels, à l'Olympique Lyonnais entre 2009 et 2012. Tu arrives à l'été 2012 et on reviendra sur le contexte de ton arrivée à l'OGC Nice où tu restes jusqu'en 2016, entrecoupé quand même d'un prêt à Guingamp, et une très belle saison d'ailleurs à Guingamp, que ce soit à titre individuel ou collectif, parce que c'est une saison européenne pour le AG en 2014-2015, puis départ pour une expérience à l'étranger à Southampton de 2016 à 2018, et puis ensuite 4 saisons au LOSC 2018-2022, avec notamment un titre de champion de France avec un autre ancien entraîneur de l'OGC Nice. Bon, peut-être qu'on ne reviendra pas là-dessus par contre, mais voilà, une carrière complète en France et également à l'international, mais forcément le plus gros de l'émission, ça va être d'abord sur l'OGC Nice. Et puis commençons par le commencement, avec le contexte de ton arrivée, peut-être Alric. Oui, moi dans un premier temps, ce que j'avais envie de te poser comme question, Jérémy, c'est tu commences ta carrière professionnelle à l'Olympique Lyonnais. J'avais envie de te poser une petite question un peu globalement sur qu'est-ce que c'est d'intégrer le club de Lyon à cette époque-là. Comment est-ce que tu as perçu ton arrivée en pro à Lyon et surtout comment c'était dans cette équipe qui était assez bien fournie, comment tu t'es senti toi à ce moment-là et si tu te souvenais, voilà, et c'est un peu l'objet de ma deuxième question, et si tu te souvenais de ton deuxième but en carrière, contre qui tu l'avais mis en Ligue 1? Mon deuxième but? Ouais. Mon deuxième but? Ah oui, si, je me rappelle, ça y est. T'as un petit malin, toi. Ouais, non, pour revenir sur l'Académie lyonnaise, on la connaissait très forte, hein. Moi, je suis de Grenoble. J'ai eu plusieurs propositions, mais en ayant l'Olympique Lyonnais qui me proposait de rentrer dans le centre avec en plus un contrat, un petit contrat, je n'ai pas hésité. J'ai fait mes gammes jusqu'à arriver en CFA. Et l'équipe professionnelle était bien fournie, donc n'avait pas forcément besoin de jeunes à ce moment-là. Je réussissais à faire de très bons matchs en CFA. On a même gagné le titre en gagnant 3-0 à Sochaux. J'avais mis 10 buts, 10 passes D, capitaine. Je pouvais pas faire grand-chose de plus. Cette année-là, j'ai eu des bancs de touche pour me féliciter justement de ces matchs et de cette saison en CFA. J'ai eu des bancs de touche avec les professionnels, mais je ne suis jamais rentré. Bon voilà, j'étais quand même déjà très content. Et en fin de saison, le Claude Puel me dit
tu auras toujours pas de place l'année prochaine avec nous, mais tu peux te faire prêter où tu veux. Voilà, on te fait confiance, t'es un garçon réfléchi, tu te fais prêter où tu veux pour faire une belle saison à un niveau au-dessus de la CFA, quoi. Et c'est là où j'ai rencontré Joël Muller et j'ai pas hésité une seconde et j'ai signé pour une saison en prêt du côté de Metz, du Football Club de Metz, en Ligue 2. Ok. Voilà, où au début c'est Yvon Pouliquin, l'entraîneur. Il ne me connaît pas forcément. Lui, il aime plutôt les joueurs, les vieux briscards, etc. Il m'intègre facilement dans le vestiaire, mais il me laisse un peu sur le banc, sous couvert de ouais, regarde un peu comment ça se passe. Premier match, on joue à Vannes, on en prend 3. Et du coup, il reste un quart d'heure. Et là, bien sûr, il me lance parce que il voulait sauver un peu ses petits protégés, je pense. Donc, il me lance dans le 3-0 à Vannes où on se fait tourner. Sauf qu'en 15 minutes, j'ai réussi à avoir 5-6 occasions franches qui n'amènent pas de but, mais qui a montré au coach que en un quart d'heure, on pouvait faire de belles choses. Et du coup, le match d'après, il me met titulaire. Et on gagne c'était Istres. On gagne contre Istres avec un beau match et une passe D à la clé. Et à partir de là, j'ai réussi à rentrer dans l'équipe type et faire toute la saison avec je crois 4 buts et 6 passes D, un truc comme ça. Et c'était très bien, c'était une très bonne saison pour moi d'apprentissage avant de revenir à l'Olympique Lyonnais. Et si tu me permets, Sky, avant de passer à la question suivante, donc il y avait l'anecdote sur ton deuxième but en Ligue 1 qui était un but contre Nice, belle reprise de volée au 6 mètres. Ouais. Mais moi, ce que je voulais te poser comme question, finalement, à l'Olympique Lyonnais, bah finalement, tu arrives plus ou moins à t'imposer, j'ai l'impression, parce que finalement, tu as quand même un palmarès, enfin, tu as une Coupe de France, si je dis pas de bêtises. 2011, ouais, c'est ça. Quand même un titre majeur dans le foot français. Ouais, je la respecte cette coupe, je la respecte énormément parce que c'est vraiment très difficile de l'obtenir. En 10-12 ans de carrière en France, vraiment pas eu beaucoup d'opportunités pour aller jusqu'au bout. Donc le fait de l'avoir gagné cette coupe, c'est marquant. On la respecte d'autant plus qu'à Nice que ça fait 27 ans qu'on attend depuis notre dernière Coupe de France, c'est notre dernier titre, donc on ne te dira pas le contraire. Effectivement. C'est clair. Globalement, tu gardes quel souvenir de ton démarrage à Lyon avant de passer à Nice, justement? Bah, Lyon m'a permis de côtoyer le haut niveau, la Champions League, jouer avec des joueurs de renommée internationale. Je pense à Lisandro. J'ai peur d'oublier certains joueurs, mais c'est les premiers noms qui me viennent à l'esprit. Hugo Lloris, voilà, même à l'époque, Bafétine Bigomis, Jimmy Briand, c'était des super joueurs. Yohan Gourcuff. Je vous dis, j'en oublie plein, mais c'était apprentissage vitesse grand V. On arrive encore avec un changement d'entraîneur, donc c'était Claude Puel au début, qui faisait beaucoup jouer les jeunes. Moi, Gassama, Gonalon, il n'hésitait pas. Il était très dur avec nous, mais il n'hésitait pas, à nous faire jouer. Et ensuite, on est parti sur Rémi Garde, qui pareil dans la continuité. Mais moi j'ai un petit peu moins de temps de jeu. J'arrive à faire mes entrées, même à marquer, à faire mes matchs. Mais en fin de saison, je sens que voilà, c'est pas non plus. On gagne la Coupe de France, on perd la Coupe de la Ligue. Je sens qu'il va se passer quelque chose pendant l'été, quoi. Et l'anecdote que j'ai sur ça, c'est que justement, il y a Clément Grenier qui doit rejoindre l'OGC Nice. Jusqu'à la blessure, une des blessures de Yohan Gourcuff, d'ailleurs. Et je le vois, moi, dans les couloirs pleurer avec Rémi Garde qui lui dit « Allez Clem, tu leur dis au revoir. » Et puis voilà, toi Jérémy aussi, tu peux leur dire au revoir. Et là, je le regarde, je dis au revoir à qui, moi? D'accord, t'es pas au courant que ton agent il t'a pas dit. Je dis non, moi on m'a rien dit du tout, donc moi je dis au revoir à personne, je prépare mon match, on jouait contre 3, je crois. Donc Clément, il fond en larmes, il dit qu'il est dégoûté, etc., de quitter le club. Et on joue ce fameux match, Yohan Gourcuff se blesse, et Clément rentre, il fait 3 passes D, et voilà, et sa carrière à l'Olympique Lyonnais change totalement, puisqu'il reste. Et moi, donc après, dans la foulée, j'ai mon agent qui m'appelle, qui me dit que Nice veulent me récupérer. Et assez rapidement, même si moi aussi j'aurais aimé
c'est toujours difficile de vouloir de quitter son club formateur comme ça pique un peu. Donc j'ai mis une petite semaine et puis à l'arrivée j'ai signé du côté de l'OGC Nice. Tu rappelles du coup le contexte de cette arrivée. On avait suivi ce feuilleton forcément, mais voilà, on regardait un peu les atermoiements autour de Clément Grenier, la blessure comme tu l'as rappelé de Johan Gourcuff qui a changé la suite. Mais toi dans ton cas, tu es quand même venu, ça se fait en toute fin de mercato, il y a cet échange qui n'en est jamais vraiment un aussi avec Fabian Monzon, du coup, qui n'aura fait qu'une saison chez nous et qui part après du côté de l'Olympique Lyonnais. Bon, tu nous as un peu rappelé le contexte, le fait que c'était, on va pas jusqu'à dire contre ta volonté, mais comme tu l'as dit, quitter son club formateur, finalement un peu mis devant le fait accompli courant du mois d'août. On imagine quand même que de retrouver Claude Puel, qui t'avait fait confiance, avec qui t'avais déjà travaillé, et puis les perspectives d'augmenter ton temps de jeu. Je sais pas si t'as eu des garanties là-dessus, si on en donne réellement au moment du recrutement, mais en tout cas, c'était l'occasion peut-être de relancer ta carrière dans un nouveau contexte. Je sais pas quelle image tu avais de Nice au moment d'arriver et dans quel état d'esprit tu débarques chez nous. Pour moi, je quitte un club qui prospère à jouer l'Europe tous les ans, voyager, etc. Aller dans un club peut-être un peu moins structuré, qui joue entre la 7e et la 14e place tous les ans. Même, je me rappelle qu'à la télé, on voyait de temps en temps, c'était un peu chaud, c'était l'image un peu que j'avais de l'OGC Nice. Mais franchement, c'est ça, j'ai pas plus été choqué de ça, quoi. Moi, je suis arrivé, j'ai vu le centre d'entraînement. Ça c'est un choc quand même, le centre d'entraînement à l'époque, j'imagine. Le centre d'entraînement, il pique. Passer de Tola-Vologe à Charlermann, ça pique un peu quand même. Ouais, ça pique un peu, mais je suis pas de nature à me plaindre de quoi que ce soit. Moi, j'aime bien, tout ce qui est un peu comme ça, brut de décoffrage. À partir du moment où il y a tout ce qu'il faut, les douches fonctionnent, voilà, moi ça me va, il y a pas de problème. Et que les terrains, le plus important, c'est le terrain. Mais pour ça, tout est ok. Et surtout, il nous vend le projet, Julien, moi je signe 4 ans, mais ils nous disent sous 2 ans, je crois, t'inquiète pas, le nouveau centre sera prêt, le stade sera prêt. Et bon, ça, on en rigole aujourd'hui avec les anciens, parce que il nous l'a dit, et c'était la même pour tout le monde, mais le centre d'entraînement n'est jamais sorti dans les 4 ans auxquels j'ai joué avec le GC Nice. Donc voilà, mais bon, ça c'est qu'une anecdote parmi tant d'autres. Mais du coup, l'arrivée se fait. Ouais, je retrouve Claude Puel, du coup, donc il me connaît. Pour m'intégrer, c'est assez simple. Et j'arrive, le club est très mal positionné. Et je crois qu'après, on commence à faire quelques victoires. Donc, encore une fois, ça permet une meilleure intégration. Et voilà. Après, moi, j'ai commencé à cette période de ma vie, de mon âge, à avoir quelques pépins, notamment au niveau des ischio-jambiers, où j'avais quelques blessures, j'arrivais pas à m'en sortir, donc je me blessais 3 semaines, je faisais 2 matchs, je me reblessais 3 semaines, je me blessais 2 matchs, c'était un peu compliqué. Je faisais ce que je pouvais, j'ai essayé d'être décisif au maximum, notamment en passe décisive, et d'être là pour l'équipe, mais c'est vrai qu'individuellement, c'est dur de pas faire une saison pleine où on se sente bien dans ses jambes, quoi. Mais à l'arrivée, on finit 4e, et personne nous attendait là, et je pense que l'objectif était, on a même titillé Lyon jusqu'à la fin, et l'objectif était quand même rempli. Jérémy, on va revenir avec notre Jérémy du coup sur ces 2 saisons où effectivement un peu entrecoupées de quelques blessures, même si globalement elles ont été prometteuses avec un maximum de temps de jeu. C'était toi le titulaire du poste, de toute façon sur l'aile droite quand tu étais disponible. Du coup revenir là-dessus et peut-être sur ce qui s'est passé entre ces 2 saisons. T'es revenu essentiellement sur le bon côté, cette dernière saison complète au Stade du Rail, cette 4e place, tout ça. Après, il y a le changement de stade, il y a le match face à Limassol, mais je vais peut-être laisser Jérémy te poser la question là-dessus. Ouais, sur ces deux saisons-là, j'ai une question, on va dire, plus globale. Bon, moi déjà, j'en garde un très bon souvenir parce que, comme tu l'as rappelé, c'est là où on a fini 4e. Et c'est vrai que j'ai un très bon souvenir de l'équipe à l'époque, et je me rappelle de ta complémentarité aussi avec Eric Boteac,
qui me plaisait beaucoup, c'était très sympa. Donc du coup voilà, j'ai ma question plus globalement sur ces 2 saisons-là. C'est donc tu l'as rappelé, tu as eu des blessures, mais est-ce que tu en gardes plutôt globalement un très bon souvenir où tu as pu devenir un joueur de Ligue 1 confirmé, ou est-ce que tu es quand même plus frustré, notamment aussi de la 2e saison et du fait d'avoir eu ces blessures de pas avoir pu jouer plus que ça? Bah, les deux apportent leur lot de réponses parce que, comme tu dis, ça permet d'être intégré dans un championnat, dans une équipe et que tu fais partie entièrement de ce jeu, quoi, d'être là tous les week-ends, de jouer. C'est quand même plaisant et ça donne envie par rapport à Lyon où être remplaçant la plupart du temps. Là, tu es un acteur principal du championnat et c'est toujours plus plaisant. Après, voilà, la première saison se passe très bien, la deuxième plus difficile, mais c'est toujours avec le recul qu'on s'en rend compte. Mais elle a été formateur parce que galérer, jouer le maintien, etc. C'est avec ça. Je vais pas dire que ça fait du bien, mais ça permet aussi de se rendre compte que le championnat est compliqué, il faut le respecter. Et quand t'as un coup de moins bien, bah faut s'arracher pour le club. Oublier de penser à soi et sauver le club devient l'objectif principal. Bon, après, on avait été sauvé assez facilement à la fin, si je me rappelle bien. Mais mon Dieu que ça avait été compliqué. Ouais, c'est clair je crois que on avait fait 7 défaites d'affilée. Mhm. Et moi, il y avait un truc qui m'avait vachement marqué. Il y a les supporters qui venaient au club et ils avaient nommé quelques joueurs, dont moi. Et je me rappelle plus du prénom je sais plus si c'était le capot ou si c'était quelqu'un d'autre. Il était venu, il nous avait dit les gars, 7 défaites d'affilée, on en a rien à foutre. Vous mouillez le maillot, on le voit. Vous bronchez pas, vous dites rien, vous mouillez le maillot. Tous les buts, il y avait pas mal de buts de casquette, etc. Et il disait tant que vous continuez comme ça, nous on vous lâchera pas. Putain, moi ça m'avait fait un choc. Et je m'étais dit putain mais c'est pas possible quoi que les mecs ils soient comme ça alors qu'on a fait 7 défaites d'affilée, qu'ils fassent ça et tout. Ouais, faut leur rendre quoi. Et je pense qu'il y a des petits moments comme ça, des petits électrochocs en off qui font du bien et qui peuvent sauver une saison. Au-delà de la confiance que les supporters ont continué à accorder malgré cette série, on se souvient que le président River avait aussi conforté Claude Puel et a raison pendant cette période-là, alors que les médias commençaient à poser la question, notamment de son éviction. À quoi tu attribuerais rétrospectivement cette différence entre la première et la deuxième saison? Alors forcément, la saison de la 4e place, elle est exceptionnelle pour un club qui avait l'habitude de jouer le maintien. Il y a quelque chose qui s'est créé, et c'était sûrement au-dessus du niveau et du standing de l'OGC Nice à l'époque, mais pour que la saison d'après, comme ça, il y ait cette dégringolade qui commence à s'opérer à partir de l'automne, puisque la saison commence pas trop mal. On est 5e, il me semble, du classement après une victoire à l'Alliance Riviera, la première victoire face à l'Olympique de Marseille notamment. Est-ce que c'est digérer l'élimination face à Limassol? Est-ce que c'est le changement de stade? Est-ce que c'est le départ de certains cadres? Je pense notamment à Renato Sivelli, ou est-ce que tu le sais mieux que nous parce que toi tu connais le monde professionnel et la vie de vestiaire. Il y a des fois des saisons qui tournent moins bien et il y a parfois des raisons un peu irrationnelles ou en tout cas faut remettre le bleu de chauffe et comme tu le disais lutter pour le maintien. Il y avait un petit peu de tout ça, mais c'est vrai que nous le truc qui nous marquait sur l'instant présent, c'est vraiment le changement de stade. Des fois, on a l'impression qu'on n'était pas, c'était bizarre. Mais ça, j'en ai parlé avec les joueurs à Lille. Quand j'étais à Lille, ils m'ont dit pareil. Ils m'ont dit quand on rentre dans un stade comme ça, tout neuf, ok, on a les 2 premiers résultats qui sont bons, mais après, on réussit pas sur la durée à performer et à être solide à domicile. Tu te sens pas vraiment à la maison? Ouais, ça nous a joué des tours. Et à ça, évidemment, il y a des joueurs qui s'en vont et qui laissent des trous dans l'équipe et qui sont à combler le plus rapidement possible, ce qui parfois met du temps. Et la dernière chose, je sais plus ce que tu m'as dit sur Limassol, cette double confrontation. Si je me souviens bien, tu mets un poteau à l'aller d'ailleurs. Ouais, non, Limassol, c'est même pas ça. Moi, je me souviens qu'on faisait beaucoup de buts, mais bidons. Je crois que par exemple contre Saint-Étienne, c'était notre gardien qui glisse, et Amouma qui marque alors qu'on les maîtrisait bien. C'était plein de petites actions comme ça qui nous tuaient à chaque fois.
Et comme il y a une défaite, deux défaites, trois défaites, le moindre petit truc, après, ça se transforme vite en tempête pendant un match. Donc non, ouais, il y a eu une période où on était vraiment pas bien. Et comme je vous ai dit, on a réussi à se remotiver, à grappiller les points, à oublier ces petits cas personnels, à vraiment se concentrer sur le club qui avait besoin de rester en Ligue 1. C'était très très important vu que vous avez toujours expliqué que c'était un projet sur 3-4 ans déjà. Donc on s'est arraché pour rester en Ligue 1 et non pas oublier la saison parce qu'il faut pas oublier les mauvaises choses, mais en tout cas essayer de s'en servir pour ne plus avoir à les revivre. Pour terminer sur cette première époque niçoise, avant ton départ en prêt à Guingamp, sur lequel on reviendra avec Jérémy dans quelques instants, on a une question qu'on est obligé de te poser. Alors l'idée c'est pas de remuer la merde des années après, mais c'est un joueur sur lequel on a énormément dit, sur lequel il y a un peu de mysticisme à Nice, avec qui ça ne s'est pas forcément très bien passé sportivement et surtout extra-sportivement. Je parle évidemment de Grégoire Puel. Alors ça a été d'abord ton coéquipier, puisque toi tu jouais encore à ce moment-là ailier droit, alors que lui avait été positionné par son père et son entraîneur au poste de latéral. Donc vous avez souvent cohabité dans le vestiaire et sur le terrain. Et ensuite, on en parlera dans quelques instants de ton repositionnement. Tu lui succèdes à ce poste de latéral droit. Donc mine de rien, c'est un joueur auquel tu es un peu lié, même si j'imagine. Peut-être que tu vas nous le confirmer que dans le vestiaire, c'était un coéquipier comme un autre. Enfin, nous, de l'extérieur, ça a cristallisé beaucoup de tensions pour des raisons évidentes. Mais comment est-ce que vous avez vécu la cohabitation avec Grégoire Puel dans le vestiaire? Est-ce qu'il y a eu des soucis? On sait qu'on a parlé de soucis éventuellement aussi avec son frère, avec Neil Maupay. Mais voilà, comment toi, de ton point de vue, ça s'est passé avec ce coéquipier-là, avec qui tu as partagé le couloir et le vestiaire pendant plusieurs dizaines de matchs? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand il commence sa carrière entre guillemets, il joue un match à Bastia où il fait un super match. Il est énorme, donc, c'est son meilleur match en rouge et noir. Énorme. Donc là, on peut partir du principe que il mérite sa place. Il a joué pour aider. Il a fait un super match. Bon, là à partir de là, il y a aucun souci. Après, le plus dur a été d'enchaîner en fait. Mais ça arrivait à tout le monde. Hein. À moi, à n'importe qui. C'est pareil pour tout le monde. Faire une grosse perf, c'est bien. Mais le plus dur, c'est d'enchaîner. Et si en plus avec l'équipe ça n'allait pas trop, forcément le coach on le remet un peu en question. Qui c'est qu'on va aller aussi chercher? Le fils. Donc s'il n'y a pas de grosse performance de Grégoire, c'est sûr que ça devient rapidement un peu le joueur. C'est lui, c'est de sa faute quoi. Donc c'est pas les meilleures conditions pour évoluer en tant que joueur et se sentir dans les meilleures conditions. Donc là il y avait un mélange de genres entre le père qui est coach, mais à la fois père, le joueur qui est aussi le fils, les dirigeants, les supporters, les autres joueurs, peut-être les concurrents. C'est vrai que c'est compliqué à gérer. Moi, je me rappelle plus vraiment d'anecdotes de vestiaire par rapport à ça. Grégoire se donnait toujours à fond. Maintenant, si les performances n'étaient pas à la hauteur, ça, c'est sûr que c'est un autre débat. Et c'est plus dur à gérer quand son entraîneur est son père de famille. Ça, y a pas de débat non plus. Moi, j'en discutais avec Thibaut Giresse ensuite à Guingamp. Non, j'en parlais pas avec Thibaut Giresse, mais d'autres personnes m'en ont parlé en me disant que quand il jouait à Toulouse avec son père Alain Giresse, c'était l'un des meilleurs en jeunes. Les professionnels lui demandaient à Alain Giresse de faire jouer son fils parce qu'il était trop fort, et il disait non, mon fils il viendra quand il sera le meilleur, au-dessus. Il voulait vraiment absolument que son fils soit 10 fois meilleur que tout le monde pour pouvoir le mettre avec les professionnels. Sinon, il avait peur que à la moindre il y ait toujours un doute de favoritisme après. Voilà, exactement. Donc c'est peut-être des petites choses comme ça, mais après ça fait partie du truc. Hein, mais il a aussi essayé évidemment que ça se passe bien pour son fils. Et c'est pas après une mauvaise performance de l'enlever ou quoi qui l'aurait aidé. Mais bon, c'est ce qu'il faisait avec nous, donc c'est peut-être ça aussi qui cristallise. C'est de toujours laisser quand même il y a une mauvaise performance, alors qu'il fallait tout simplement laisser la loi du vestiaire et la loi du jeu. Si tu joues moins bien, c'est un autre qui joue à ta place, et puis c'est la loi de la concurrence. Et ça n'a peut-être pas été optimal à ce moment-là.
On posera la question à Lloyd Palin si un jour il nous fait l'amitié d'être dans l'émission, parce que c'était à ce moment-là, notamment son concurrent au poste. On va clore cette première partie niçoise, et puis notre Jérémy va voir avec toi pour cette saison en prêt à Guingamp, au final, qui est une saison accomplie sur le point collectif comme individuel pour toi. Ouais, petite question sur le prêt à Guingamp. En fait, j'en ai deux. Alors déjà, c'est un peu, est-ce que tu peux nous raconter un peu les conditions de ce prêt-là, parce que c'est vrai qu'à l'époque, si je me trompe pas, Guingamp est européen, c'est leur saison en Ligue Europa. Donc dans quelles conditions un peu ça s'est fait? Et le point moi qui m'intéressait aussi tout particulièrement, c'est que lors de ce prêt-là, ça a été un peu aussi le début pour toi de la polyvalence sur les postes offensifs. Si je me rappelle bien, c'était un 4-4-2 et donc du coup tu jouais souvent sur les postes offensifs. Donc, est-ce que comment ça t'a permis d'évoluer aussi en tant que joueur tactiquement? Et j'imagine qu'on y viendra après, mais ça a été important par la suite pour ton retour à Nice. Mais déjà sur cette saison à Guingamp, comment ça s'est un peu passé sur ces niveaux-là? Pour arriver à Guingamp, c'est Gourvenec qui m'appelle et il me dit voilà, tu viens, tu baisses ton salaire, on a la Coupe d'Europe, tu viens faire une belle saison. Bon, baisser mon salaire, c'est vrai que comme tout le monde, il faut réfléchir un petit peu. Même si voilà, j'ai fait mes petits calculs et je me suis dit allez, je préfère perdre un peu, mais par contre aller faire une belle saison. Donc pour vous parler sans tabou justement. Et puis je savais qu'il y avait la Coupe d'Europe directement qualifié en match de poule. C'était top. Après, je regarde encore une fois le classement. Je rate les 4 premiers matchs. Et pareil, c'est 3 défaites, une victoire, quelque chose comme ça. Ils sont mal quoi. Ils sont mal. Moi, j'arrive au club. J'ai commencé la saison avec Nice. Donc, on joue contre Toulouse et je fais une passe D à Dario. On gagne 3-2. On va à Lorient, on fait 0-0. Je me suis dit peut-être que je vais rester à Nice. Et au final, non, tu pars à Guingamp parce que Claude Puel m'a dit non, mais j'ai recruté Christian Bruls. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah, t'entends. Très bien, et un autre joueur au poste. Forcément, il leur a promis des choses, c'est pas pour me mettre moi dans les roues quoi. Donc il m'a dit non, tu peux te faire prêter. Donc ce que je fais, je prends ma bagnole, j'y vais. Et voilà, je me retrouve là-bas pendant 2 mois. 2 mois, je me retrouve à l'hôtel. 2 mois, 2 mois et demi dans le petit Ibis là de Guingamp. J'allais dire Guingamp, il y a peut-être pas de Hilton quand même. Non, c'est la campagne. C'était drôle. Ouais, je me retrouvais dans l'hôtel avec les mecs qui arrivaient de Coupe d'Europe. En plus, ils dormaient tous là-bas. Et moi, j'étais tout seul là dans ma petite chambre. Même le coach, au bout de 2 mois, il me dit mais t'habites où? Je dis je suis à l'hôtel. Mais t'es fou et tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit allez, on va te trouver un logement. Et j'arrive et voilà, premier match contre Bordeaux qui ont fait 4 matchs sur 4 victoires sur 4. Ils sont premiers, ils sont au top, c'est en pleine bourre. 10 minutes de jeu, je crois. Non, je me rappelle plus. Non, je provoque un coup franc. On tire le coup franc et notre grand Diallo marque de la tête. Et je crois 2-3 minutes après, ballon dans la course, je crochette dans la surface et il y a Grégory Sertic qui me crochette, penalty. Je voulais le tirer parce que je voulais montrer, je voulais prouver, voilà, faire plein de stats, etc. J'ai Claudio Beauvu qui vient et qui me dit Jay, laisse le ballon à Toto Mandane, ça fait un moment qu'il a pas marqué et tout. Moi je m'embrouille avec personne, je laisse le ballon, je dis avec plaisir. Il tire, il marque, on gagne 2-0 ou 2-1. Et à partir de là, pour moi, c'est lancé, victoire, grosse perf. Joueurs dans le vestiaire qui m'ont vu être comment dire, altruiste, pas penser qu'à ma gueule, voilà, altruiste. Toto Mandane qui vient me voir, qui me remercie. Au final, il met 11 buts dans l'année. Claudio Beauvu, il en met 27. Je veux dire, on a eu le temps de se rattraper, quoi. Et après, voilà, c'est parti. Après, c'est parti pour une belle saison avec Guingamp. Et excusez-moi, je coupe, mais quand je pars à Guingamp, je tairai les noms toujours, mais il y a quand même quelques personnes du vestiaire qui me disent mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi tu vas à Guingamp? C'est pourri, c'est petit, c'est machin, c'est nul. J'ai dit, intéressant de savoir ça. Ouais, mais ça je tairai par contre parce que j'aime pas. Mais je dis non, mais moi j'y vais pour faire une belle saison, tout simplement. Et on finit la saison, je crois qu'on finit 10e, Nice finit 14e. On fait quart de finale de Coupe de la Ligue, demi-finale de Coupe de France. On sort des poules d'Europa League. On perd en 16e contre le Dynamo Kiev, mais le grand Dynamo Kiev, Yarmolenko, machin, tout ça. Et on les regarde droit dans les yeux parce qu'on gagne 2-1 chez nous. On perd 2-1 là-bas et on va en prolongation.
Ah ouais, je m'en Et souviens en plus. Ouais, je m'en souviens. Il y avait des ouais, cartons rouges et dans tous les sens. ouais, C'était non, horrible. c'était n'importe quoi. Et et le 10e du championnat pour nous, c'était notre première place à nous en fait, au niveau budget, au niveau équipe. Après, ouais, on pouvait pas faire plus haut. Donc quand je suis revenu, voilà, je disais rien, toujours avec beaucoup d'humilité, mais j'ai senti que dans certains regards, bon, il est parti, mais ça a été une meilleure saison qu'à Nice, quoi. Mm. Donc voilà, j'ai réussi à faire même une passe décisive au match retour contre Nice pour gagner 2-1. Et je sais qu'il y a quelques joueurs qui se sont embrouillés dans le vestiaire en disant mais comment ça, lui, il joue contre nous, vous avez pas mis dans le contrat qu'il devait pas jouer, etc., etc. Voilà quoi. Donc c'est parce que pour rappeler l'anecdote que j'ai oubliée, c'est que quand ils sont venus jouer Nice à Guingamp, ils avaient gagné 5-1 ou 8-1, un truc comme ça. Ils avaient battu 8-1 avec 7-2. Avec le quintuplé le de quintuplé de Carlos voilà. Eduardo. Ah oui, Le fameux, 7-2, là. c'est ça, Moi oui. voilà, moi j'étais blessé, je regardais et je suis allé d'abord dans mon vestiaire, j'ai le gardien, il m'a pris dans les bras, il m'a dit je suis désolé, je sais que c'est ton club et tout, j'ai dit j'en ai rien à foutre, une défaite c'est une défaite. Il a pris ses gants, il a jeté à la poubelle, et Jonas Lossel c'était. Mm. Et après je suis allé dire bonjour de l'autre côté, il rigolait, il se moquait, ah, j'ai dit une saison c'est long les gars, hein, donc bravo à vous, continuez comme ça et puis on verra à la fin. Puis quand tu vois à la fin, ben, quand tu continues de te battre et que tu gardes l'humilité et tu t'arraches, et ben voilà, tu peux faire de belles choses. Donc j'ai rien de méchant contre l'OGC Nice, mais c'est vrai que de partir à Guingamp et de voir que tu peux faire une saison comme ça, je me suis dit bah tant mieux quoi, tant mieux pour moi. Malgré tout, malgré cette belle saison à Guingamp, malgré cette petite animosité sportive, on va dire, tu reviens à l'OGC Nice lors de la saison 2015-2016. Tu découvres un nouveau poste parce que tu es placé par Claude Puel, latéral droit. Tu te révèles d'ailleurs à ce poste-là. J'aimerais bien que tu nous expliques comment tu es revenu à l'OGC Nice. Est-ce que tu as obtenu des garanties sportives quand tu es revenu? Non, Comment ça s'est aucune. passé? Et Je reviens en surtout, tant qu'ailier. ouais, vas-y, Déjà vas-y. pour répondre à la question tout à l'heure de Jérémy, ouais c'est vrai que c'est là-bas aussi à Guingamp, j'ai joué à droite, à gauche, en 10 partout. On jouait aussi à 6 derrière des fois tellement très très bas. Tu vois, j'ai vraiment appris multifonction sur le terrain, sur les côtés. J'ai vraiment beaucoup appris là-bas. Et en revenant, non, je suis revenu en tant que ailier droit ou gauche. Et là, Claude Puel me chope et il me dit bon cette année on joue en diamant avec Athème, Alassane et Valère. Donc donc il y a plus d'ailier en fait. Il me dit donc il y a pas de place pour toi. T'as fait une super saison, bravo à toi et tout, je suis content. Mais il y a toujours pas de place pour toi. Donc t'as une belle cote maintenant. Tu peux partir avec ta dernière année en plus pour apporter de l'argent au club. Je dis ok, pas de problème, mais est-ce que vous pouvez au moins me laisser faire la pré-saison, que je puisse essayer d'avoir des meilleurs clubs peut-être, parce qu'il y avait des beaux matchs amicaux contre des clubs turcs, il y avait plein de trucs. Et il m'a dit oui, pas de problème, tant que entre guillemets tu gênes pas le groupe, tu fais tes entraînements, tac, je te ferai jouer une mi-temps par-ci par-là, et puis c'est à toi de te montrer, et puis tu pourras essayer de trouver le meilleur club. Et donc on avance comme ça, et sauf que au moment où du premier stage où justement il va y avoir les matchs. Là, il me dit non, mais finalement, tu viens pas. Donc, bah là, je me retrouve un peu sur le cul. Et puis, tu t'entraîneras plus avec nous. Donc, pour me mettre un peu la pression de partir. Donc, moi, ce que j'ai fait, je me suis mis sur le côté à chaque fois qu'il s'entraînait. Et il y avait Alexandre Delal, je sais pas si vous voyez qui c'est, Ouais, bien sûr. préparateur Ancien physique. préparateur physique du jeu. Il me disait, allez, rentre au vestiaire. Non, non, non. J'ai dit, pendant tout leur entraînement, je fais des box-to-box sur le côté tout seul, sans ballon, sans rien. Tout le temps de l'entraînement, je vais faire ça pour avoir la même prestance, enfin le même bagage physique qu'eux. Et ils me prenaient pour un fou, donc je faisais ça. Et au final, je pars pas. La saison, elle commence. Je crois qu'il y a un match contre Monaco, une défaite à domicile. Un match nul à 3, je crois. C'est ça. 3-3, mais ils gagnaient 3-1, ils ont fait 3-3. Et puis après, moi, à l'entraînement, je continuais de m'arracher, je continuais à monter l'agressivité, à montrer que je pouvais, dans les duels, j'étais là, sans blesser mes copains, hein, mais que j'étais très agressif. Et là, le coach, il me dit, bon, tu t'entraînes bien, donc tu me connais. Et il a toujours été assez réglo par rapport à ça. Donc il me dit, tu t'entraînes bien, etc. Tu peux venir dans le groupe de 19 pour le match contre Caen. Du coup, je lui dis, ok, bah, avec plaisir. Il me dit, mais par contre, voilà, tu gardes le costume, tu vas en tribune, mais t'es avec nous, mais voilà, t'es même pas sur le banc. Je dis, ouais, ok, pas de problème, je suis content, ça me fait plaisir de revenir un peu dans le groupe comme ça.
On arrive à l'hôtel et il y en a un qui tombe malade dans la nuit. Euh, donc le lendemain, je me réveille, ils me disent ah bah on est 18, donc t'es sur le banc quoi. Je dis ok, bah encore plus cool, je vais pouvoir toucher les équipements et tout, ça me fait plaisir. Et donc là on s'échauffe, moi je m'échauffe vraiment tranquille parce que j'ai aucun match de préparation dans les jambes, j'ai rien du tout, hein. Les autres ils ont 2 matchs de championnat, moi j'ai rien du tout dans les jambes. Ils attaquent les accélérations, moi je suis tranquille en train de faire le jonglage. Et il y a le préparateur physique, il vient me choper, il me dit allez, fais 2 accélérations et tu joues. Donc là, je commence à avoir le cœur qui palpite un peu. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ouais, il y a le marchand, il s'est fait mal. Du coup, Kevin Gomis qui était à droite, il passe dans l'axe avec Paul Bass et toi, tu joues à droite. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était pas vraiment une concurrence avec, pour en revenir à ce que disait Sky tout à l'heure, c'était pas vraiment une concurrence avec Grégoire Puel. C'était vraiment un concours de circonstances, quoi. Mais j'avoue qu'après, avec le recul, je pense qu'aussi Claude Puel m'a laissé là, peut-être aussi pour montrer à la direction, ah vous avez fait ça avec mon fils, ben voilà, moi je suis capable de faire ça. Je suis capable de le laisser, même quand Ricardo est arrivé. Il l'a mis à gauche. C'est vrai, ça aussi, il avait fait jouer à gauche. Et du coup, moi, ça me permet de te poser une question qui était pas prévue, mais je l'ai en tête. C'est quoi comme Ouais. coach, Claude Puel? C'est quoi comme coach? Ouais, toi qui l'as connu à Lyon et à Nice, justement, quel coach il était, en fait? J'ai eu 3 versions, on va dire, de coach Puel. Enfin non, en fait, j'en ai eu plusieurs dans chaque club. En arrivant à Lyon, très difficile d'arriver après 7 titres de champion. Il essaye de tout remettre en place, mais avec des gars qui avaient déjà tout leur rituel et tout, donc ça passe moyen. Même si il y avait de grands professionnels et lui compris, donc on obtient la qualification au Champions League, c'est ce que le président Aulas voulait tous les ans. En arrivant à Nice, bah il a été très comment dire, son côté très rigide, très lillois comme quand il était entraîneur à Lille, voilà, qui ressort. Il prend son équipe de sa main, on va dire, et de sa poigne. Ensuite, on a eu la période avec Athème où il a réussi à faire quelque chose qu'il déteste. C'est voilà, de laisser du mou à un joueur. Donc il l'a fait pour le bien de l'équipe et ça a fonctionné. Je l'avais jamais vu faire ça auparavant, mais on avait tous compris qu'avec Athème, on pouvait pas lui rentrer dedans tout le temps, ça marcherait pas. Donc on lui a laissé un peu de mou et au final, il nous a fait gagner beaucoup de matchs et ça s'est très bien passé. Tu me fais une super passe décisive sur Athème. C'était un peu notre question sur la saison 2015-2016. On va pas te rappeler ce que Athème a fait à Nice, ni la cote d'amour absolu qu'il conserve encore aujourd'hui. Et c'est probablement l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure saison de sa carrière, où il a été le plus régulier, il a le plus staté quand il était sous nos couleurs. Alors, je te pose la question de manière assez ouverte et assez simple. C'est comment la vie avec Athème, du coup, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain? T'as commencé un peu à y répondre avec le mou qu'il faut le laisser un peu au génie et à l'artiste. Mais Athème, je le connais depuis très longtemps, moi. Mais vu que vous connaissez de Lyon, du coup, comment ça se passe à Lyon puis à Nice? Des fois, il y avait Messi qui commençait à sortir à l'international, et puis moi, je le voyais, il a 2 ans de plus que moi, et lui, il me donnait ses crampons à chaque fois qu'il avait fini, tu sais, parce qu'on faisait la même taille. Donc, quand il recevait des paires, il m'offrait les siennes, qui mettaient plus, et du coup, on parlait, etc. Et il me dit Messi, mais moi, je suis capable de faire pareil et tout. Je dis bah ouais, sauf que lui il le fait et toi tu le fais pas, donc c'est facile de dire lui et tout. Et on se retrouve le week-end en CFA, c'était que de la CFA, mais peu importe, ça reste des mecs en face. Il me dit bah tu vas voir et tout. Il prend le ballon, je lui donne d'ailleurs de derrière, je lui donne sur le côté, côté droit. Je lui envoie le ballon côté droit, il rentre avec son pied gauche, il a dribblé tout le monde, même le gardien, et il a marqué. Et puis après il m'a regardé, il m'a dit tu vois, il m'a dit des fois il est complètement sur sa planète quoi. Tu vois, je t'avais dit que c'était pas si dur. Je t'avais dit que c'était pas si dur de faire ça. Alors certes, c'est pas le même contexte, mais il était aussi capable de le faire en pro. Donc non, c'était un talent fou. Après à Nice, ouais, les planètes étaient alignées parce qu'on avait une belle équipe, on avait des revanchards. Bien entouré en attaque avec Alassane et Valère, dont tu parlais tout à l'heure aussi quand même. Ouais. Il y avait Valère qui voulait montrer, Alassane, moi, Ricardo qui voulait s'arracher, t'avais
Bass le marchand pareil, Bodmer qui tenait aussi les trucs, les rênes, et même Cardinal au but qui voulait s'arracher. Il y avait tout le monde voulait s'arracher. Mika Seri, Papi Mendy, j'ai beaucoup de souvenirs, mais on avait besoin de cet athème-là pour dynamiter tout ça et nous changer la physionomie de certains matchs. Et moi un jour à l'entraînement, on fait un entraînement très difficile, vraiment très difficile. Et je suis pas du genre à me plaindre, mais là, explosé. Et Alex Delal, il nous fait le préparateur physique, il nous dit allez, on fait des box-to-box. Je dis mais Alex, je lui dis tu vois pas qu'on est cuit là, ça sert à quoi? Il me dit ah, écoute Jay, viens, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Il me dit écoute, je te dis la vérité, mais ça on fait ça, c'est pour Athème. Hein. Je dis mais pourquoi? Il me dit bah parce que sinon il court pas sur le terrain à l'entraînement. Il dit donc on fait quelques box-to-box pour qu'il ait le minimum quoi. Et là j'ai rigolé, j'ai dit allez c'est bon, on les fait. Si c'est pour ça, allez c'est bon. C'était plein de petits trucs comme ça où on le prenait pas mal, ça nous faisait rire, tu vois, ça me fait rire encore. Et je pense que cette année-là, le fait qu'il y avait l'équipe de France qui avait un œil sur lui pour l'Euro, tu sais, je me rappelle, Canal Football Club, machin et tout, ils mettaient des caméras sur lui. Du coup, il s'obligeait lui aussi, entre guillemets, à faire son replacement défensif, des choses comme ça. Donc du coup, ça faisait vraiment un joueur complet sur le terrain, qui faisait plusieurs tâches et non pas le Hatem qui attend le ballon pour faire ses gris-gris. Il jouait en passe, il driblait quand il fallait, il faisait ses retours défensifs, il jouait son rôle de leader, il discutait avec tout le monde. Enfin voilà quoi, c'était un top joueur. Ouais, on n'en garde que des bons souvenirs, une saison qui se termine par une qualification européenne, cette fois directement, pour nous éviter un peu le cauchemar du barrage de Ouais. Limassol. Malheureusement, tu n'y participeras pas. Bon, après, tu pars vers d'autres horizons, mais Ouais. je voudrais quand même qu'on parle un peu du contexte du départ. Alors, tu arrives en fin de contrat. Il y a cette fin de cycle avec Claude Puel qui s'en va aussi de manière un peu précipitée et en tout cas nous de l'extérieur un peu inattendue. Il y a l'arrivée de Lucien Favre. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le contexte du club à l'époque, toi, l'interrogation que tu as autour de ta carrière? Alors, vu tout ce que tu nous as dit précédemment, peut-être sans parler d'animosité envers le gym, mais peut-être sentiment que c'était le moment de passer à autre chose parce qu'on n'avait pas nécessairement toujours compté sur toi. Ouais. Et non, après, non, mais moi ça s'est même plutôt bien terminé avec Julien Fournier qui est pareil, qui est assez solide quand on rentre dans son bureau, faut être assez costaud. On discute. Déjà avant d'entrer dans son bureau, je suis en bas, je croise Lucien Favre qui me dit bonjour Monsieur Pied, il vous voyait. Bonjour Monsieur Pied, alors vous partez? Je dis bah je pense. Il me dit bah sachez que si vous restez, ça serait un plaisir de travailler avec vous. Je dis bah moi aussi, mais je dis voilà, je lui parle un peu football et sans tabou, je lui dis les propositions que j'ai à droite à gauche. Il me regarde, il me dit non mais on peut pas lutter si c'est ça, n'hésitez pas et puis bonne carrière. Donc voilà, c'est les seuls mots que j'ai eu avec Lucien Favre. Et après je suis monté dans le bureau avec Julien, on a discuté et en fait il m'a même fait revenir de vacances, tout ça. Je pensais qu'il allait me faire une proposition. Mais en fait, non, il est resté bloqué sur la proposition qui me convenait pas du tout. Et il m'a dit alors, t'as réfléchi? Je dis bah, je pensais que tu allais augmenter un peu. Il me dit ah, non, moi c'est ça, c'est 1 an de plus. Bon, déjà j'ai senti la patate que c'était me faire signer 1 an de plus pour me revendre dans l'été et essayer de récupérer des sous. Mais moi j'aurais été en mauvaise posture. Donc je gardais ma posture de liberté, d'être libre. Et je lui ai dit voilà, je pense que je le mérite. J'ai fait 3 ans au club au final. Et 2 fois le club qualifié en Coupe d'Europe, pas un mot de travers, pas un mot, pas une embrouille. Je pense avoir fait le taf. Et il me dit il me serre la main, il me dit tu peux aller où tu veux, service rendu. Et il me dit tu vas pas à Nice, pas à Bordeaux, parce que c'est les 2 clubs en France qui m'avaient fait des belles propositions. Et il me dit tu vas pas à Nice, pas à Bordeaux. Je lui dis écoute, j'ai 26 ans, j'ai envie de voyager, donc je pense pas aller ni à Nice ni à Bordeaux. Ni à Saint-Etienne ni à Bordeaux. Du coup, il s'est levé, il m'a serré la main, service rendu, et on est parti comme ça, pas de problème. Justement, pour faire un peu le lien avec tes 2 derniers clubs, on va dire, Southampton et Lille. La première question que j'ai, moi, c'est sur Southampton. Du coup, j'imagine que, en plus, tu l'as rappelé à 26 ans, t'as l'occasion d'aller en Première Ligue. Ça devait quand même faire rêver de se dire d'aller en Première Ligue, de jouer tous les week-ends contre justement Manchester United, Manchester City, Chelsea, etc. Aussi au niveau en termes d'infrastructure footballistique et tout ça. Et aussi un peu sur Lille, t'as eu ton titre de champion de France, quand même, c'est très très notable. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces 2 expériences-là, un peu sur ces 2 derniers clubs?
Bien sûr. Bah après Southampton, moi ce qui se passe, c'est que je vais être honnête avec vous, je vous dis tout, hein, de toute façon. Et on Voilà, je suis en apprécie, merci Turquie. beaucoup d'ailleurs. Ouais, les clubs que je suis allé voir, c'était en Turquie. Euh, je suis allé voir parce que je voulais aller voir ce que j'entendais entre guillemets sur les salaires, sur comme le niveau de vie, sur les choses comme ça. Donc j'y vais, c'était pour signer avec Trabzonspor. Moi, je me retrouve à Istanbul avec ma famille, et puis je vais prendre l'avion pour Trabzonspor. On me dit non, 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 mais toi tu vas pas à Trabzonspor, c'est interdit. Je dis mais pourquoi? Ils me disent parce que si tu vas à Trabzon, là-bas, il y a énormément de paparazzi, etc. Donc s'ils te prennent en photo quelque part là-bas, ils vont dire que tu t'as signé, tout ça. Et si jamais tu signes pas, c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu la honte pour le président, quoi. Parce que là-bas, ils sont élus, j'ai pas tout compris. Du coup, il me dit non, non, mais toi, pendant 3 jours, tu restes à Istanbul, à l'hôtel, et tu bouges pas. Je fais ah ouais, d'accord. Et du coup, c'est ma famille qui est mon agent qui vont voir les infrastructures, tout ça, et qui m'envoie tout. Et moi, pendant que je suis dans la piscine, bah, je sais pas quoi faire. Je prends le téléphone, j'appelle Claude Puel. Et je lui dis voilà, coach, bah, petit message, je voulais juste vous dire merci parce que vous avez été réglo. Au début, vous vouliez, en rigolant, hein, au début, vous vouliez me dégager, mais au final, vous avez tenu votre parole que si je m'entraînais bien et que si je m'arrachais, il y avait aucun problème pour rester avec lui. Il disait pas de jouer, hein, il disait juste de rester avec lui à l'entraînement. Donc pour ça, je vous remercie et puis voilà, bonne continuation. Donc là, il me dit quelques mots sympas, pareil pour sur l'abnégation, d'avoir toujours battu, etc. Et puis on se dit au revoir tout simplement. Après, je discute encore avec d'autres clubs. J'avance un peu pour voir la meilleure proposition. Et un jour, je fais la sieste, je me réveille, et puis je vois que le coach m'appelle et il me dit voilà, j'ai signé à Southampton, tu veux venir? Je dis bah oui. Le oui, il a été sans grande réflexion parce que c'était l'Angleterre. Et pour rentrer en Angleterre, après une fois en plus, je demandais là-bas et tout pour aller jouer dans les clubs anglais, c'est pas si simple. Beaucoup de clubs où voilà, soit par agent, soit c'est que des internationaux dans les grands clubs, etc. Donc dès qu'il m'a proposé, j'ai dit oui. Et après un peu de négociation quand même, parce que là-bas c'est très Southampton, c'est très carré, très réglé sur les grilles salariales, etc. Donc mais bon, moi j'étais libre, je voulais essayer aussi de profiter de ça financièrement. Mais au bout de 2 semaines, on va dire, je me mets d'accord, je monte et voilà, et j'appartiens au club. Euh, les 2 premiers matchs, il me laisse sur le banc, il me dit tu observes, tu regardes à United et puis à la maison. Et puis les résultats sont pas bons et il me dit allez la semaine prochaine je te lance. Je sais plus contre qui c'était, il me dit je te lance. Donc prépare-toi bien cette semaine. Et moi tout excité, je me donne à fond la semaine et c'est là où je me fais le croiser sur une attaque défense à l'entraînement, le ballon avec le soleil, bam, je vois pas j'ai un mauvais appui, mon genou qui se retourne, clac. Et là, il y avait tous les kinés devant, ils savaient déjà ce que j'avais. Moi je leur dis non non mais tranquille, mettez-moi un strap, ça va aller. Et en fait non, je m'étais pété le ligament croisé. Donc voilà, saison terminée. Tout le monde me dit là-bas saison terminée. Et je suis le seul à leur dire ben non non, avant la fin de saison, je suis là. Et les Anglais me prennent pour un fou, ils me disent non, non mais c'est là-bas pour eux c'est 9 mois et tout. J'ai dit non non, moi je vous dis qu'avant la fin de saison, je suis là. Donc je viens à Monaco me faire opérer, etc. J'y retourne, je m'arrache, je fais vraiment attention à tout. Et j'ai réussi à revenir à 4 matchs de la fin. J'en ai fait un titulaire, j'ai fait des matchs avec la réserve. Et puis voilà quoi. Je leur ai montré encore une fois que j'étais ce joueur de joueur, même quand c'est très difficile, je fais tout pour m'en sortir, tout simplement. Et les Et ils Anglais ont apprécié. apprécient ça en général. Ils ont apprécié ça. Après, pendant mes séances de kiné, je prenais mes petits livres, tu sais, pour enfants, pour apprendre euh, l'alphabet, enfin pas l'alphabet, mais le soleil, enfin tu vois, les conneries comme ça, tu vois, les mots Ouais, basiques, ouais. vocabulaire basique. Et au début, ils rigolaient, et puis d'un coup, ils se sont tous mis derrière moi, tu vois, ah, là, t'as fait une erreur. Ah, tiens, là, attention, là, t'as ci, ah, t'as ça. Et en fait, ça, ils sont pris, ils se sont dit, putain, lui, il veut venir vers nous. Il veut s'intégrer, quoi, ouais, c'est ça. Il veut s'intégrer, tu vois. Il profite de son temps. Il est pas là à rien faire la gueule. Il est là. Il profite de son temps pour apprendre l'anglais, pour faire truc, pour faire ça, pour les encourager. Et ça leur a plu. Donc voilà, pareil, quand je suis revenu et que j'ai eu la chance d'être titulaire à Middlesbrough, et ben, mon intégration était assez simple sur le terrain parce que j'avais des copains à côté de moi qui me connaissaient et j'ai pas fait 9 mois la gueule, voilà quoi.
Et donc ça s'était plutôt bien passé, on avait gagné, c'est un peu ma victoire personnelle pour cette saison-là. Et ensuite, si je peux enchaîner, Claude Puel se fait virer, ils me préviennent 1 heure avant, ils me disent voilà, dans 1 heure ton coach il est viré, je sais pas pourquoi ils me disent ça, c'est l'avis d'un entraîneur, hein, c'est pas mon coach. Beaucoup d'a priori sur les gens, ouais, et Claude Puel tu l'as suivi partout, oui, mais à chaque fois dans des circonstances toujours un peu différentes. Donc il se fait virer, ils prennent un nouveau coach, Mauricio Pellegrino. Et donc là, moi, dans son discours, je me suis dit ça y est, j'ai ma chance parce que son discours était très bon. Voilà, moi je vais regarder les stats à l'entraînement, athlétique, machin, tout ça, les duels, les trucs, tout ça, j'ai tout regardé pour voir qui mérite sa place. Et en fait, c'était toutbidon.com, il y avait pas de, ils s'en foutaient complet. Les cadres, ils savaient déjà qu'ils étaient titulaires et les joueurs savaient déjà qui jouait. Donc il a perdu la main mise sur son vestiaire et voilà. Moi, on se rapprochait de ma fin de contrat. Je venais de me faire mon genou. J'ai été en pleine hésitation à me donner à fond et peut-être me refaire mal au genou ou alors faire une année un peu tranquille, protéger mon genou et être à nouveau libre. Donc j'ai choisi la première option. J'ai su aller à fond et je voyais que ça passait pas. Il me faisait jamais jouer alors on était très mauvais en championnat. Donc un jour je suis allé le voir et je lui ai dit voilà coach, je fais rarement ça, de demander et tout, mais là j'ai pas le choix. Dites-moi ce que je dois faire, en quoi je peux m'améliorer. Même si vous me faites pas jouer, dites-moi ce que je peux faire pour m'améliorer moi tout seul. Et il me regarde, il me dit non, il me dit Jérémy, et moi j'adore comme tu joues. Franchement, c'est top, c'est machin, l'énergie, tout ça. Je dis mais pourquoi je joue jamais alors? Il me dit il y a quelque chose. Je me moque pas, hein, c'est vraiment ce qu'il m'a dit. Hein. Il me dit il y a quelque chose en quoi je crois et que va falloir que tu crois aussi. C'est la croyance divine. Ah oui. Voilà. Il me dit c'est la croyance divine, c'est-à-dire que si un jour tu dois jouer, tu joueras. Mais en gros, c'est pas lui qui décide. Et alors là, c'est la première fois de ma vie que je pousse quelqu'un par l'épaule, parce qu'il m'attrapait bien par l'épaule, je l'ai enlevé comme ça. Et j'ai dit stop, on arrête là. Je rentre dans le vestiaire et là je parle à mon compère Pierre-Emile Heuberg, franco-danois, enfin danois mais il parlait français. Et je dis putain, le coach il vient de me dire ça, il me dit qu'il fallait que j'attende un truc du ciel pour jouer quoi. Et là il explose de rire et puis il y a Martine Caceres qui entend pareil, il y a Sofiane Bouffal il entend pareil et en fait il avait dit ça à tout le monde le coach. À tous ceux qui jouaient moins, il avait dit la même chose. Il avait dit ouais, il faut croire au ciel quoi. C'était une anecdote mais je sais pas vous comment vous l'auriez pris. Mais je pense que je me serais tiré très rapidement à la fin de mon contrat, à la fin de ma saison. Ah ouais, moi j'aurais pris mes jambes à mon cou, façon de parler, mais je me serais tiré. Il a pas fait long feu. Effectivement. Changement d'entraîneur, Mark Hughes qui arrive. Premier entraînement, il dit moi celui qui mettez-vous que des brins. Donc là, moi je me réveille, bam 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 bam, des brins à tout le monde, boum boum boum, je rentre dans tout le monde, je me dis ça y est, c'est enfin un coach comme ça. Il vient me voir, il me dit Jérémy, je t'adore. Par contre, moi il me reste 10 matchs pour sauver l'équipe, donc c'est pas le moment pour moi de mettre des joueurs qui ont pas joué de l'année ou des choses comme ça. Je lui dis coach, vous êtes le premier à me parler comme ça. Merci. Et je comprends totalement votre situation. Vous êtes juste là pour sauver le club. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je m'arrache jusqu'à la fin. Et il m'a dit merci, machin et tout. Et il m'a pas fait jouer. Mais par contre, grand respect pour lui et son adjoint. Grand respect. On a été sauvés à l'arrache. Et j'adore, moi, quand quelqu'un me dit la vérité comme ça, tout simplement. Je te fais pas jouer, voilà, point, j'ai pas le temps. C'est tout. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est honnête, et, quoi. Au moins, c'est honnête. Tu sais à quoi t'attendre. Il a pris son 11 type tout seul. Il avait pas le temps. Et tous les autres, on allait sur le côté et on faisait des petits jeux, des reprises de volée, des choses comme ça. Jusqu'à la fin de l'année, en fait. Il avait vraiment pas le temps. Il était en mission sauvetage. Et voilà. Et je suis parti de Southampton et ils m'ont fait un mot. Ils m'ont dit que, pareil, ils m'ont dit, tant que tu ne trouves pas de club, vu que j'étais libre, il m'a dit, on continuera de te payer. Jusqu'à ce que tu trouves un club. Réglo. Jusqu'au où? Je sais pas, jusqu'en août, ils m'ont payé. De juin à août. Et j'ai l'intendant qui m'a aidé à déménager tout ça. Et je lui ai expliqué, tu peux me traduire le truc, parce que je comprends pas. Donc il m'explique, il me dit, j'ai jamais vu ça de toute ma vie à Southampton, j'ai jamais vu ça. T'es le seul joueur pour service rendu, jamais un mot dans la presse, toujours encourager les copains, les machins, les trucs. Ils m'ont dit, toi, tant que tu trouves pas un club, on te paye. Alors, l'honnêteté, ça paye. Hein.
Bah, je m'y attendais pas, et puis en plus, je C'est l'attendais beau. pas forcément. Mais c'était beau, tu vois, de savoir que, voilà, qu'il savait. Et après, j'ai le directeur sportif un peu là-bas, bon, je tairai le nom, voilà. Mais, qui pareil de l'année ne fait rien, ne réagit pas, ne bouge pas. Je sens qu'il y a un truc sur mon dos, faut pas le faire jouer parce que c'est plus elle qui l'a ramené, donc lui faut pas le faire jouer. Et ce mec-là, il m'appelle, il me laisse un message et il me dit bon, maintenant que l'année est finie, moi maintenant je quitte ma fonction, je vais travailler en tant qu'agent, je sais pas quoi. Si t'as besoin, je te place où tu veux, tu sais. J'avais envie de dire mais attends, mais je pouvais jouer toute l'année, tu pouvais faire tout ce que tu voulais pour essayer de pousser un peu pour que je joue, etc. Et maintenant que la saison elle est finie, il me dit ouais. Tu me dis, je te mets quelque part, machin et tout. J'ai dit, non, merci, merci beaucoup. J'ai dit merci et j'ai raccroché. J'ai dit, je peux pas. Même si j'aurais pu profiter de la situation. J'ai dit, non, mais je peux pas. Des mecs comme ça, je peux pas. Et donc, voilà, je suis rentré dans le sud et puis, un petit moment pour me ressourcer et j'ai Galtier, ouais, qui appelle mon agent et lui dit qu'il a besoin de moi pour recomposer, sa nouvelle équipe de Lille, faite par Campos en majorité et fini entre guillemets par Galtier. Il y a deux trois points clés de l'équipe, c'est Galtier qui a la main mise, notamment des joueurs avec de l'expérience qui peuvent jouer un peu de partout sur le terrain et qui apportent dans le vestiaire de l'expérience. Comment ça s'est passé au final alors en quelques mots parce que on va pas revenir sur toutes tes années lilloises pardon, mais la consécration avec le titre enfin après 10 ans après ton premier trophée et la Coupe de France dont on parlait tout à l'heure avec l'Olympique Ouais. Lyonnais. C'est le Graal un peu de ta carrière. C'est une juste Franchement, récompense. Comment est-ce que tu le vis? ouais, Bien, tu te dis qu'à j'imagine, mais un moment donné, il y a pareil les planètes alignées. Hein. Attention, on avait des joueurs, on avait Mike Maignan au but qui nous sort tout, on avait les buteurs, Boura qui nous sortait des buts de n'importe où. On sortait des situations incroyables. C'était à ce niveau-là, c'était une saison complètement folle. Et moi, dès le mois de mars, je disais à un kiné, je disais mais c'est pas possible. Lille a été champion, je crois en 2010-2011, et nous c'était 2020-2021, 10 ans après. Je dis j'ai l'impression que le scénario il est déjà écrit quoi, que les t-shirts ils sont déjà faits. Le titre 10 ans après, je le voyais trop. Et au début je disais en rigolant, mais on avait des pénaltys, les autres ils marquaient jamais. Nous on avait une demi-occasion, boum, c'était en pleine lucarne. Et il pouvait rien se passer. On prenait toutes les équipes au bon moment, juste avant qu'après elles redeviennent, quand elles étaient en période de moins bien, on les prenait et puis après elles redevenaient bien. On avait vraiment une chance énorme, quoi. Une chance énorme. Et, euh, et ouais, non, ça, c'est évidemment, ça faisait du bien. Ça fait du bien parce que moi, même si j'étais moins sur le terrain, cette année-là, j'ai énormément apporté. Mais encore une fois, comme on est commencé un petit peu à me connaître, je suis pas du genre à le crier sur tous les toits, mais demander peut-être aux autres. Mais moi, mon rôle, c'était surtout ouais dans le vestiaire, les discours d'avant-match, les discours à la mi-temps. Des fois, Galtier me regardait, il avait rien à dire, et quand c'est pas lui qui parlait, moi, je prenais la parole. Aussi timide que je puisse paraître des fois, c'est moi qui haussais le ton sur certains matchs, qui sauvait des gars qui faisaient des matchs de merde, je les remettais dedans. Je pense à Renato Sanchez par exemple, à Strasbourg, il glisse, il perd le ballon, on prend le but, je le vois s'effondrer, mais je me suis dit dans ma tête, mais on peut pas faire ça quoi. Je dis à tout le monde, je dis, oh, y a personne qui lui fait la tête, toi, tu t'entraînes à fond à l'entraînement, donc t'as le droit de faire des erreurs, c'est pas grave, machin, tout ça, plein de trucs comme ça. Et puis en deuxième mi-temps, on gagne 3-1. Il y a le discours aussi à Angers, où je voyais les mecs, ils flippaient, mais tout le monde flippait à Angers. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais on va quand même pas flipper alors qu'on peut être champion. Nous, on a rien à perdre, quoi. Paris a à perdre, parce que Paris, ils ont pas la balle dans leurs pieds. Ils sont obligés d'attendre un faux résultat, mais d'un mauvais résultat de notre part. Mais nous, on n'a rien à perdre. On a toute l'année, on a gagné de partout, on va gagner à Angers, et puis c'est tout. Donc j'ai essayé de les rassurer, et puis voilà, ça s'est bien passé. Mais moi, si je peux raconter une petite anecdote encore, bien sûr. moi j'y ai toujours cru. Moi j'y ai toujours cru. Et ça, je l'ai jamais dit en public, donc je vais vous le dire. Quand je prolonge mon contrat de 2 ans à Lille, ça s'est fait en 3 minutes hein, avec Campos. Mais la seule chose que j'ai demandé, c'est avoir une prime de champion de France. Bien vu.
Excellent. Et j'ai Marc Ingla qui se fout de ma gueule, en fait. Il me dit, non, c'est pour le PSG, c'est pour le... Je lui dis, Marc, il y avait Olivier Gagne qui travaille au PSG maintenant. Il me dit, je lui dis, moi, je me lève tous les matins, c'est pour faire quoi? Pour m'entraîner, pour gagner les matchs, les petits matchs d'entraînement. Oui. Ok. Qu'est-ce que je fais le mercredi à l'opposition? Je fais tout pour gagner. Oui. Qu'est-ce qu'on fait le samedi, là? Les petits jeux d'échauffement et tout. Oui. Pour gagner. Oui. Le match le week-end. Que ce soit à Lens, que ce soit chez nous contre Metz, que ce soit, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? C'est gagner. Oui. Je dis, bah alors pourquoi on peut pas être champion? Ah mais non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. J'ai dit bah puisque c'est comme ça, bah moi je rentre chez moi, je signe pas le contrat. Tant qu'il n'y a pas une prime de champion, je signe pas le contrat. Et là il me regarde, il dit non, non, je pars. Et du coup je suis parti. Et il m'appelle dans l'après-midi, il me dit bah c'est bon, tu peux revenir. Du coup je reviens, je regarde mon contrat. Et là je vois prime de champion, mais je fais même pas attention en fait à la somme. J'ai même pas regardé la somme. C'est sur le principe. C'est sur le principe. J'ai dit ça et Coupe de France. J'ai dit vous mettez un truc. Et je vous jure c'est la vérité, j'ai même pas regardé la somme. Et j'ai signé. J'ai dit voilà. Et à la fin, quand on est champion, bah voilà, quand ils m'ont regardé, j'ai dit ben c'est fou de pas y croire quoi. C'est fou de pas y croire parce que pour moi, cette année-là, c'est l'addition de gens qui croient. En fait, il y avait moi, José Fonte, Benjamin André, Burak Yilmaz, Mike Maignan, l'addition de tous ceux qui étaient très très positifs a emmené les autres à être très très positifs. Et quand tout le monde est très positif, bah on peut faire des miracles. Ça, du coup, c'était la fin de ta carrière sportive, le sommet, hein, du coup, avec ce titre inattendu, bah, sauf par toi et quelques-uns de tes coéquipiers, tu nous as dit. Jérémy va juste, on va parler de la suite avec Jérémy, avec Alric, du coup, notamment sur ton actualité, ton retour à Nice, en fait. Ouais, juste une question assez simple sur actuellement comment ça se passe pour toi et si t'as un peu des nouvelles du club. Dernièrement tu as fait pas mal d'émissions tout ça, mais est-ce que tu as toujours des nouvelles des anciens joueurs, des personnes au club? Est-ce que tu parles encore un peu avec des gens là-bas? Bah oui, évidemment, j'ai commenté le match 2 fois, j'allais au stade. Euh, je me suis l'année d'après Lille, ma dernière année, je me suis entraîné pendant un an en toute discrétion avec les jeunes de l'OGC Nice pendant un an. Euh, Franchement, et c'est une vraie famille. Ça pour ça, il y a rien à dire. Je l'ai dit à Virginie Rossetti. Euh, L'accueil fait aux anciens comme ça qui ont tout donné pour le maillot, il est exceptionnel. Et là, aujourd'hui, je fais aussi partie de l'association des anciens Aiglons, présidée par Patrice Alberganti. Pareil, moi, toujours un peu timide et tout, on est arrivé, mais ils sont extraordinaires. C'est une vraie famille, j'ai l'impression. On a fait l'assemblée la dernière fois, et je discutais avec quelqu'un, je disais, en fait, c'est incroyable, parce que ce club de Nice, je vais parler que de Nice, ça paraît un peu difficile parfois de rentrer comme ça, mais une fois que tu y es, bah tout le monde t'accueille à bras ouverts et surtout c'est ouais comme je te dis c'est vraiment le mot famille quoi. Donc ça je suis très content de ça, de pouvoir faire des trucs associatifs avec le club, de les aider, de voilà de continuer à faire des petites opérations à droite à gauche pour eux, ce qui les aide aussi parce que il y a un nouveau truc dans le nouveau football, c'est que les joueurs ils aiment de moins en moins faire ce genre de choses. Donc utiliser les anciens pour pouvoir faire ça, bah c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et en contrepartie, on peut aller voir les matchs, on fait les émissions, on discute. Moi après je suis assez corpo, tu vois, j'aime pas trop quand je viens dans les émissions bah Alric et tout ça, tu m'as déjà vu, tu vois, je suis toujours Ouais. je cherche toujours le positif même quand je vois que c'est un match de merde, voilà, ça arrive, je l'ai déjà vécu tout ça. J'ai du mal à taper sur les mecs. Je préfère trouver le positif, me dire que voilà, il y a toujours des choses à faire. Dernièrement, j'ai vu, je sais plus dans quelle émission, ils s'engueulaient sur les matchs de Coupe d'Europe, ça devait être l'année dernière. Et je leur ai dit, mais je suis heureux, moi. Ils me disent pourquoi? Mais parce que là, je vous vois vous bagarrer sur les matchs de Coupe d'Europe, ça veut dire que Nice est en Coupe d'Europe. C'est le genre de truc qu'on n'avait pas il y a 5-6 ans. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est ouais, mais en Coupe d'Europe, on n'a pas été bon, putain, merde et tout. Ah ouais. Mais bon, on est en on est en Coupe d'Europe, donc c'est plutôt plaisant de voir Nice. On va prier pour cette année, mais régulièrement en Coupe d'Europe.
1 an sur 2 pour l'instant, et c'est vrai que quand tu arrives, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça faisait 15 ans que c'était plus le cas, hein, sauf à C'est côté ça. la vénérable Coupe Nice, Intertoto. On sent le changement de standing. Nice a pour objectif tous les ans d'être en Coupe d'Europe. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, était difficile à dire. Et tu parlais de ce côté famille. Moi, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur l'opération du maillot du CDS à laquelle tu as participé et à laquelle j'ai eu la chance de participer. En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire comment ça t'a été présenté et qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, c'est Solange, moi, qui m'a écrit. Je sais pas comment elle a trouvé mon numéro. Elle m'a envoyé un message. J'ai répondu. Je savais pas trop à quoi. Tu sais pas trop quand on t'écrit comme ça. Tu sais pas qui est vraiment en face de toi. Et puis au fur et à mesure, elle me dit non, on fait un vrai truc, tout ça. Je dis, est-ce que vous pouvez nous aider et tout. Pareil, j'avance un peu à tâtonnement pour me dire, je sais pas trop ce qu'on va faire. Puis quand elle m'a bien expliqué le truc, bah j'ai dit banco, on y va, hein. On y va et sans hésitation, elle nous a dit voilà, on se rejoint à tel endroit, tel jour, avec telle personne, et puis c'est parti. Et puis après avec Alric et tous les autres, je pense qu'on a joué le jeu le jour J. Pour faire le truc le plus sympa possible. Et voilà, moi c'est ce genre de truc que j'aime bien, tu vois. C'est de faire des trucs pour le plaisir, tout simplement. Plaisir. Et puis rendre aussi aux personnes un peu de nous, par rapport à tout ce qu'ils ont donné quand nous on était sur le terrain. La dernière fois quand j'étais à Valberg, j'ai eu une dame, elle me dit moi je viens tous les matchs faire tant de kilomètres et tout, etc., etc. Mais c'est incroyable. On peut que être gentil, avoir un petit mot, signer un petit truc, tout ça. Pour moi, ça paraît normal en fait. Ça paraît normal de pouvoir répondre à ça. Et là, pour revenir au maillot, en plus il est super beau. Donc pour en avoir discuté aussi avec Clément qui a fait le design, fait le design, etc. Voilà, ça peut être aussi un moyen sympa de faire participer des gens comme ça. Je sais pas les marques aujourd'hui s'ils sont capables de faire ça, mais bon, moi je trouve que de faire pas de discuter un petit peu comme ça avec les supporters pour demander le ressenti sur certains maillots, certaines couleurs, certains trucs, c'est pas mal parce que déjà ça fait plaisir à tout le monde, puis au niveau marketing, ça fera plus vendre si les supporters sont contents du rendu. Le message est envoyé au Coq Sportif pour la saison prochaine. Si ça a été fait cette saison pour la collection streetwear fanwear et sur les notamment autour des prochains 120 ans du club, il y a eu consultation de supporters tirés au sort. On remercie le quand Coq je vois Sportif le maillot bleu de cette année, franchement, il est magnifique. Avec la courbe de la maillot qu'on avait. la promenade des Anglais, effectivement. Ouais, voilà. Mais si on compare avec un maillot, allez, j'en vois un peu là, mais c'est celui de l'année dernière, non? Le violet orange. On ne va pas en reparler. Il y a des gens qui l'ont apprécié. Bon, chacun ses goûts. C'était un beau coucher de soleil, pas sur un maillot, mais un beau coucher de soleil. Officiellement, ouais, c'était le coucher de soleil, mais voilà. Et après, on va dire qu'on préfère le bleu en numéro 3. Oui, complètement. Il y a eu l'époque des maillots Stabilo, notamment que tu as connu à l'OL aussi. Exactement. Les modes vont et viennent. C'était purement marketing, ça, c'est vrai. Jérémy, en tout cas, on te remercie d'avoir passé cette heure et quart avec nous dans l'émission. On était très contents déjà de t'accueillir, que tu nous fasses le plaisir de venir aussi dans notre émission après ton tour médiatique. Je pense qu'en plus on a évoqué pas mal de bons souvenirs. Globalement, on va pas se mentir, et si on se permet de te demander de participer à l'émission, c'est parce qu'on a plaisir d'échanger avec toi, que tu as marqué positivement l'histoire de notre club, qu'on a des très bons souvenirs de toi en tant que joueur. Pour des raisons assez simples que tu as répétées toi-même tout au long de l'émission, c'est qu'en fait, tu n'as jamais triché avec notre maillot, donc voilà, tout s'est pas nécessairement bien passé. Il y a eu des saisons plus galères que d'autres, individuellement comme collectivement, mais on n'a rien à te reprocher, et je pense que le club non plus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es associé à ce genre d'initiative, et puis voilà, qu'on garde tout simplement la meilleure image de toi possible, que je pense que tu as laissé d'ailleurs, et tu l'as dit dans les autres clubs dans lesquels tu as joué. Merci en tout cas pour ça, pour les anecdotes, gentil, pour ton implication encore aujourd'hui dans le microcosme OGC Nice. Je remercie également Jérémy et Alric d'avoir animé cette émission avec moi. Et puis Jérémy, je passe un petit message perso. Si tu as le numéro de Renato,
n'hésite pas à lui envoyer un message. On l'accueille, c'est le prochain de la génération 2012-2013 qu'on accueillera avec grand plaisir. Voilà. Non, allez, blague à part. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs, nos auditrices pour avoir écouté cette émission et de leur fidélité tout au long de la saison. On se retrouve après avec le débrief du match face à Nantes au retour de la trêve internationale et on espère avec une victoire et comme le dit Jérémy avec la Coupe d'Europe au bout, ça serait exceptionnel malgré tout pour l'OGC Nice. Merci, à bientôt et Issa Nissa.